Eh, mais on est pas mal là. Qu'en dites-vous? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est une première pour moi. Bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous pourrez le voir à mon décor, il parle pour moi finalement, j'ai plus grand chose à dire. Je vais un peu parler de ce que j'aime quoi, donc majoritairement de livres, mais ça pourra s'étendre à plus des choses culturelles en général. À voir, c'est selon le feeling. Un truc très chiant, c'est que du coup pour un petit peu faire la youtubeuse j'ai acheté une ring light, sauf qu'il y a le reflet dans mes lunettes. Donc c'est pas ouf. Et pour cette première vidéo, j'ai tout simplement de faire un truc très banal, à savoir un update lecture. Donc vous parler un peu des dernières choses que j'ai lues récemment. Donc j'ai décidé de regrouper le mois de mai et le mois de juin ensemble. Parce que plus il y a de livres, plus on s'amuse. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps, sachant que vous allez tout de suite en être témoin, mais je parle beaucoup. On va commencer avec ce que j'ai lu en mai. J'ai lu Snowflake de Louise Nealon. Donc je connaissais pas du tout, c'est en promenant, en cheminant au rayon des livres en VO que... Ça dit VO pour les livres? Oui. Bref. Et résultat des courses, j'ai été déçue. Voilà, ça arrive. On suit en fait une adolescente qui s'appelle Debbie White, qui en fait va un peu émerger dans le vrai monde, quoi. C'est-à-dire que depuis toute petite, elle vit avec sa mère et son oncle dans une sorte de ferme. Enfin, c'est assez reculé. Pour ses études, donc elle va aller, donc elle habite en Irlande, mais elle va aller à la capitale, à Dublin, au Trinity College pour ses études. Sauf qu'en fait, ça va un petit peu la déstabiliser parce qu'elle n'avait pas du tout l'habitude d'être entourée d'autant de personnes, de devoir socialiser, tout ça, c'est des choses un peu nouvelles pour elle. Et donc elle va gérer tout ça d'un côté, et puis de l'autre, elle va avoir des problèmes de famille, des problèmes de santé avec sa famille, tout ça, puis même tout le stress, parce qu'on voit bien que sa famille, elle a comme une histoire, il y a des choses qui sont passées qui l'ont un petit peu, pas traumatisée, mais qui l'ont impactée, voilà. Et donc elle doit gérer tout ça d'un côté. Donc en fait, c'est comme si on suivait un petit peu la vie d'une adolescente, un petit peu ses états d'âme, et puis comment elle évolue au fil des ans, quand elle grandit. Mais il y a un aspect du livre, je pense qu'il y avait une certaine poésie, notamment due un petit peu aux rêves, etc., en lien avec sa mère, qui perdait un peu la tête. Et il y a eu un lien avec ça. Il y a eu des images. Voilà, c'est un livre où il y a beaucoup d'images, de métaphores et tout, mais des fois je comprenais pas forcément l'intérêt. Déjà que c'était en anglais, donc comprendre ça, des fois j'étais un peu perturbée. En plus, lire une histoire où des fois tu lis le chapitre, tu comprends pas forcément l'intérêt, ou tu sais pas trop pourquoi elle parle de ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. Mais c'est quand même un livre assez... Enfin, même si c'est quand même assez triste. Et voilà, je m'attendais à mieux, donc j'étais un petit peu déçue. Le second livre, qui lui, j'ai beaucoup plus aimé, c'est One True Loves de Tyler Jenkins Reid. Donc ça, c'est une histoire d'amour. Enfin, deux histoires d'amour, devrais-je dire. Puisqu'en fait, on suit le personnage de Emma. Donc en fait, le livre débute dans le passé et après on suit le présent. Et donc dans le passé, en fait, c'est une adolescente comme les autres, pas très populaire, tout ça, le truc un peu cliché, quoi. Et elle va, entre guillemets, tomber sous le charme du gars un peu populaire, tout ça. Enfin, le truc bien cliché, mettez-vous ça en tête. Et ouais, donc il est sportif, il est adulé par toutes les filles, tout ça. Et puis en fait, coup de bol, elle va sortir avec lui et en fait ils vont vraiment bien s'entendre et ça va être un peu son premier amour. Donc voilà, ils font leur vie, ils font des escapades ensemble, ils sont assez
dans un esprit un petit peu de nomade, voilà, ils aiment bouger, faire des aventures et tout, enfin ils se sont bien trouvés quoi. Et puis petit à petit, un moment dans l'histoire, donc voilà, ils font leur vie, ils se fiancent, tout ça. Et puis lui à un moment il va devoir partir pour une expédition en avion. Et le problème c'est que elle va le retenir, elle lui dit qu'elle le sent pas trop, etc. Lui il va pas l'écouter, sinon il n'y aurait pas la suite du livre. Et puis en fait il va disparaître. Donc il va avoir un crash d'avion et on va pas retrouver les corps. Je rigole alors que c'est absolument pas drôle. Elle va simplement se morfondre, donc elle va être très mal, etc. Et elle va avoir du mal à se reconstruire, elle va ses journées dans sa chambre à pleurer, enfin bref, elle va avoir le soutien de sa famille évidemment. Et dans un autre côté, elle retrouve pendant ces années, ou ces 2-3 ans je crois, où on reste sans nouvelles en fait de lui, de Jess. Et elle retrouve par hasard dans un magasin d'instruments un autre de ses amis de lycée, donc qui s'appelle Sam, qui avait un peu le béguin pour elle à l'époque, mais elle était focalisée sur Jess. Donc elle n'avait pas vraiment prêté attention à lui. Et puis ils s'étaient rencontrés dans le magasin de livres de ses parents, parce que ses parents détiennent une librairie. Et donc elle va le retrouver, et puis petit à petit, elle va un petit peu oublier toute cette histoire avec Jess. Enfin, oublier pas vraiment, elle a toujours en tête, mais elle va un peu se libérer de ce poids, et puis elle va se rapprocher de Sam, et finalement elle va voir qu'elle a plein de points communs avec lui. Elle va avoir une relation, elle reprend un petit peu à peu sa vie, etc., elle essaie de s'en sortir, avec quand même la culpabilité de je passe à autre chose, est-ce que je suis pas en train de trahir l'amour de ma vie, même s'il est plus là, enfin bref. Donc elle refait sa vie, etc. Un tout autre style de vie qu'elle avait avec Jess, c'est-à-dire qu'elle revient un petit peu aux sources, dans sa vie natale, elle va reprendre la librairie de ses parents, etc. Des choses qui de base l'horripillaient. Et puis, coup de théâtre, un jour, alors qu'elle a refait sa vie, qu'elle vit l'amour parfait avec Sam, etc. Jess revient. Is back. On apprend dans tout ce temps qu'il était, en fait, il avait survécu, il était sur une île échouée en mode Robinson Crusoe, le mec. Là, tout le dilemme du livre, c'est j'ai mes deux grands amours à côté de moi, je fais quoi? Est-ce que je reste avec Sam, avec qui maintenant j'ai refait ma vie, enfin tout va bien, ou est-ce que je reviens avec mon premier amour de ma vie en quelque sorte, Jess, avec qui j'ai vécu des moments, etc. C'était exceptionnel quoi. Et donc, toute la fin du livre, évidemment je ne vous le dis pas, sinon c'est pas drôle, va se jouer entre justement ce choix qu'elle doit faire. Donc elle va avoir en quelque sorte quand même un large dilemme. Donc elle balance entre deux vies différentes. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé toute cette réflexion autour de l'amour finalement. J'ai trouvé ça vraiment bien traité. Et maintenant on passe au mois de juin, donc ce mois-ci. Donc L'ombre et la proie de Suzanne Stock. Donc c'est une autrice que mon père connaît. C'est un thriller polar, voilà, histoire de frissonner un peu. Donc on suit plusieurs personnages, notamment Paul qui a 10 ans, qui en fait est un petit garçon têtu qui veut aller rejoindre son ami qui habite pas très loin de chez lui pour aller jouer aux jeux vidéo. Sauf que sa mère lui dit non. Clairement, elle lui dit non, sauf qu'elle s'éclipse, je ne sais plus, pour aller voir une amie aussi. Et donc lui, il est têtu et il va quand même désobéir à sa mère. Sauf que en revenant de chez son copain, il va se faire enlever. Il va se faire enlever et donc toute cette histoire en fait se tourne autour de son enlèvement et de la tentative de recherche de la police, de sa famille, etc. Et puis à côté, on a le point de vue du kidnappeur. Ce qui m'a un peu déplu, c'est que, alors je sais plus exactement, mais je crois que c'est vers les 50 dernières pages, peut-être 100 dernières pages, on commence à un peu comprendre qui... Enfin, en fait, il y a un lien entre deux histoires et on se dit que ce lien n'est pas... Enfin, on parle pas de ça pour rien. Et donc, on arrive vite à faire le lien et à deviner qui, finalement, l'a kidnappé. Et donc ça, c'est vrai que moi, je suis un peu une adepte du plot twist. J'aime bien quand il y a un retournement de situation, on s'y attend pas. Et là, pour le coup, je m'y suis un peu attendue. Mais sinon, c'est vraiment bien fait. L'alternance des points de vue, ça c'est hyper facilement. Je l'ai lu
2-3 jours. À côté, l'histoire, donc ça c'est le premier plot, et la deuxième histoire, c'est Madeleine, qui est une jeune femme, etc., qui vit avec son compagnon et tout. Et en fait, on comprend bien qu'elle est un petit peu torturée, martyrisée par un passé qui la hante un petit peu, mais petit à petit, on découvre ce dont il s'agit. Et en fait, le lien avec ça, c'est que c'est elle qui va en fait percuter Paul sur le retour, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais il se fait percuter sur la route. Décidément, il a pas de chance, le gars. Et en fait, elle, c'est la voiture devant, mais en fait, elle va prendre un peu, en quelque sorte, peur. Elle voit pas trop s'il y a encore et tout, donc elle fonce. Super assistance à personne en danger, ma vieille. Et derrière, donc, c'est le kidnappeur qui finalement va prendre Paul. Et donc, il y a un lien entre son histoire à elle et l'histoire de Paul et tout ça. Donc voilà, j'en dis pas plus. Franchement, c'était pas mal, mais ce qui m'a déplu, c'est vraiment le fait que, bah, à un moment, on comprend qui est derrière tout ça. Et puis après, bah, c'est surtout la tension, en fait, le suspense de savoir comment ça va se régler. Est-ce que Paul va réussir à s'en sortir? J'en dis pas plus. La voleuse de livres de Marcus Zusak, ça m'avait grave tenté. Bon, je suis un peu mitigée. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je pars avec les livres. J'ai des attentes là. Et elles finissent là. C'est un peu chiant. Le livre est un peu complexe à expliquer parce qu'il est vraiment original dans sa façon d'être. C'est-à-dire que la narratrice de ce livre est la mort. Oui, je place les bases. Je trouve ça assez original et en même temps perturbant parce que des fois on mêlait le point de vue de la narratrice, de la mort, avec l'histoire de la personnage principale. Et donc des fois c'était un peu méli-mélo, je savais plus trop distinguer l'un ou l'autre, enfin, ça demandait un peu de concentration. Donc il y a beaucoup du coup d'images, de, ouais, de sous-entendus, d'images qu'il faut comprendre. Elle dit ça de cette manière, finalement ça se traduit par ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc oui, la narratrice c'est la mort et en fait elle va raconter l'histoire de Liesel Meminger qui est une jeune fille donc au début du roman vers les 10 ans, 11 ans il me semble, et donc vers la fin du roman 14-15 ans. Enfin même pas parce qu'on la suit jusqu'à la fin de sa vie, quand elle est plus vieille, bref. Et donc on suit sa vie, donc elle va se faire adopter en quelque sorte par une famille. Donc, elle a une mère, elle a un frère qui d'ailleurs meurt sur le trajet, parce que de base ils doivent se faire adopter tous les deux, mais il meurt sur le trajet à cause d'une pneumonie, enfin je ne sais plus exactement. Petit à petit s'adapter à sa nouvelle vie dans un contexte de guerre, dans un contexte de rationnement, dans un contexte de peur. Donc on suit en fait un petit peu ses inquiétudes, comment elle s'adapte, son regard voilà, en tant que jeune fille sur la guerre. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça assez attachant. Ça m'a fait un peu penser au journal d'Anne Frank, même si je n'ai pas vécu sa vie. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adolescente, on pouvait un peu se retrouver dans les manières de s'exprimer, de penser, etc. On sentait que c'était vraiment puéril, quoi. C'était pas une adulte qui parlait. Et en fait, la particularité de cette fille, c'est qu'elle va se lier d'amitié avec un garçon qui s'appelle Ruby. Et ils vont voler des livres. Donc ouais, ça va être leur kiff. Les livres, en fait, c'est ce qui va un petit peu la sauver tout le long du livre, justement, tout le long de son histoire. Et on comprend qu'il y a vraiment un attachement aux mots. Elle a un besoin, en fait, d'apprendre, puisque bah, quand elle arrive dans sa nouvelle famille, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, etc. Donc c'est son nouveau père adoptif qui va lui apprendre, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la relation entre Liesel et Hans, donc son père adoptif. Je trouvais leur relation était hyper attachante. Il était vraiment hyper attendrissant avec elle. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ce qui contraste un peu avec sa mère adoptive, qui elle était plus dure, plus pète sec. Et
même s'il y avait quand même un côté attachant par moment à cette femme, mais c'est vrai qu'à côté de son père, il n'y avait pas photo, quoi. C'est un livre qui est quand même triste parce que, bon, il y aura forcément des événements assez tragiques qui vont se passer. Il y a aussi le fait que sa nouvelle famille adoptive va héberger en secret un juif. Et donc, il y a toute cette trame aussi de comment elle fait pour gérer ça, cette peur en quelque sorte de se faire démasquer, puisque bah, ils risquent leur vie en faisant ça, mais il y a aussi le désir d'entraide, le désir de comprendre aussi l'autre. Ensuite, nous avons, alors celui-là, les deux derniers là, c'est des coups de cœur, c'est des 5 sur 5, c'est des tops, je les recommande. D'une part, nous avons ce bijou. Déjà, s'il vous plaît, on peut admirer le livre. C'est quel plaisir d'avoir des beaux livres comme ça dans sa bibliothèque. Donc c'est La librairie de Téhéran. En plus, il brille et tout, genre une pépite. Donc de Marjane Kamali, donc c'est son premier livre. Ça se passe en Iran, à Téhéran. Donc il y a deux temporalités, il y a le présent, donc qui se situe en, attendez, laissez-moi regarder, en 2013, et dans le passé, donc en 1953. En fait, cette histoire avait tout pour me plaire. On suit Roya, donc une adolescente, donc là je fais bon dans le passé, qui, studieuse et obéissante, tout roule pour elle, quoi. Et elle adore la littérature. Donc son petit kiff, c'est d'aller à la librairie de Monsieur Fakri, qui détient une librairie, donc la librairie de Téhéran du coup. Et elle y va assez souvent pour voilà, feuilleter les livres, lui demander des idées de lecture, des recueils de poèmes, etc. Et un jour, rentre dans cette librairie un jeune homme donc, qui s'appelle Baman. Voilà. Ils vont tomber amoureux, évidemment, il y a une relation qui va se créer entre les deux. Et donc la librairie, ça va être un petit peu leur lieu de rencontre. Donc d'un côté, on a Roya qui est une fille assez discrète, voilà, qui reste en retrait, elle fait sa vie, elle fait ses études, tout ça. Elle est promise à un grand avenir, elle est assez intelligente. Et d'un autre côté, on a Baman qui est aussi un homme très intelligent, qui provient d'une famille un peu plus aisée que Roya, mais qui lui en revanche est assez investi politiquement parlant, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte en 1953 en Inde, où il y a d'un côté la royauté, donc les partisans du roi, et de l'autre côté le Premier ministre qui lui est plus libéral. Et donc Baman s'inscrit justement dans ces personnes qui vont défendre l'intérêt du Premier ministre, qui est vu un peu comme une menace par certains. Sauf qu'un jour, ils vont se donner rendez-vous, parce qu'évidemment, il y a des péripéties, c'est-à-dire que la famille de Baman, et notamment sa mère, ils souhaitent se marier. Parce qu'à l'époque, en Inde, encore une fois, il y a tout ce qui est chaperon, la femme ne peut pas sortir toute seule sans l'homme, ou il ne peut pas avoir de relations sexuelles s'ils ne sont pas mariés, enfin tout ça. Trop de contraintes finalement, donc ils décident de se marier, sauf que la mère de Baman va s'opposer à ce mariage, donc elle est très dure, elle ne souhaite pas que son fils s'abaisse à une fille de plus basse condition, elle veut que son fils s'élève dans la société, et c'est pas avec ce mariage qu'il va y parvenir. Il y a un dilemme qui va se poser, ils ne se voient plus pendant un petit moment, et puis finalement ils vont se donner rendez-vous, sauf que Baman ne va jamais venir à ce rendez-vous, et elle va plus jamais le revoir de sa vie, de sa vie. Si, mais en tout cas pas pendant cette période qui se passe dans le passé. Présent, ça s'ouvre sur finalement Roya qui va rendre visite à Baman dans une maison de retraite. Donc elle a refait sa vie après, elle a eu du mal parce que c'était un amour fort qu'elle avait pour lui, mais elle a refait sa vie, elle est partie aux États-Unis pour fuir un petit peu les trous politiques de son pays, etc. Donc elle a réussi à faire ses études, elle a rencontré un homme avec lequel elle a fait sa vie, elle a eu des enfants, etc. Mais elle a toujours Baman dans l'esprit, et quand elle va finalement comprendre qu'il habite dans une maison de retraite tout proche d'elle, elle va lui rendre visite, et c'est là qu'il y aura les grandes explications du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était génial, j'ai adoré ce livre, vraiment. Déjà, il y a tout cet aspect historique que moi j'adore. Il y a aussi le fait de l'histoire d'amour. Il y a eu tout l'aspect aussi de l'intrigue qui se ficelle petit à petit.
parce que en fait, ça se fait progressivement. On a d'un coup le point de vue de Roya. Après, dans un autre chapitre un peu plus loin, on a le point de vue de Baman. Et puis après, on a le point de vue aussi du libraire, parce qu'il a un rôle là-dedans. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Il y a un retournement de situation incroyable et j'ai beaucoup aimé. Et petit plus aussi pour ce livre, qui m'a fait un petit peu découvrir déjà la culture indienne. Il y a beaucoup de références à la cuisine. Et c'est vrai que les saveurs, voilà, les épices, ça, ça donne ça donne envie, quoi. T'as le goût à la bouche. Donc là, l'autrice, elle a vraiment géré sur ce coup-là. Ouais, si ça vous intéresse, la culture iranienne, tout ça, euh, foncez, je recommande. Le dernier livre que j'ai lu, qui m'a été offert par une copine, Apolline se passe par là, Thank You, le livre vient de se casser la gueule. Les choses humaines de Karine Thuil. Vous devez connaître, voilà, il a eu le prix des lycéens Goncourt, il a eu le prix Interallié en 2019. Et de base, je ne comptais pas le lire, parce que j'en avais entendu parler, enfin, il a fait pas mal de débats, etc., polémiques. Enfin, polémique. Il a fait parler de lui, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt son dernier roman. Mais là, comme j'ai lu lui, ça m'a encore plus donné envie de lire son dernier roman. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis des post-it, ça m'arrive. Waouh! J'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre, donc je vais encore parler pendant je sais pas combien de temps. Suivons ici d'un côté une famille. Donc on a les Farrell, donc Claire Farrell, Jean Farrell et Alexandre Farrell, leur fils, qui est, comme on comprend dans le résumé, un couple voilà, de pouvoir. Ils viennent tous les deux de milieux assez... Enfin, ils viennent pas de milieux aisés, mais ils ont réussi à s'élever socialement. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Et donc, ils vont avoir un fils ensemble, Alexandre Farrell, qui lui aussi, tout roule pour lui, très intelligent. Il est assez timide, mais très consciencieux, très minutieux, très perfectionniste. Euh, comme je l'ai dit, il est très intelligent, il va aller à Stanford aux États-Unis pour étudier, etc. Enfin, il a vraiment un bel avenir promis à lui. En fait, le livre se découpe en 3 parties. La première partie, c'est vraiment la description de la vie des personnages. On comprend un peu leur caractère, comment ils fonctionnent, leurs pensées. Deuxième partie, il y a la continuité de cette description. Plus, on commence à avoir quelques péripéties. L'intrigue commence à se ficeler. Et puis dans la dernière partie, là, il y a l'intrigue, c'est-à-dire un viol. C'est la particularité de ce livre. Donc c'est un livre assez cru dans les descriptions, voilà. Donc si vous êtes sensible à ça, c'est peut-être pas fait pour vous. Mais ce livre était vraiment, mais vraiment un page turner. Je l'ai lu en 2 jours. Bon après il est pas très gros, mais c'était prenant. J'avais envie de savoir le dénouement de cette histoire. Surtout qu'en plus, moi, tout ce qui est relatif à la justice, etc., comme je travaillais dans ce milieu plus tard, bah, ça m'a encore plus donné envie. Ça m'a encore plus plu. Et c'est vraiment un livre, on sent qu'il y a eu un travail de la part de l'autrice. Elle a réussi à dépeindre des personnages qui sont quand même, je dis mon avis, hein, détestables dans la manière de penser, dans la manière de faire. C'est-à-dire que là, il y a vraiment la société actuelle qui est dépeinte, superficielle, qui vit dans le paraître, soif de pouvoir, hypocrisie, euh, juste utiliser les autres pour ses propres intérêts. Donc des personnages détestables. Surtout Jean Farrell, donc le célèbre journaliste politique, voilà, qui fait attention à son image. Il y a aussi beaucoup l'importance l'importance accordée aux médias et à l'image qu'on renvoie. Donc encore une fois, cette idée de superficialité. Et c'est vraiment une description qui a été, je trouve, très bien réussie. Parce que d'un côté, on a une sorte d'attachement bizarre avec ces personnages. Des fois, ils éprouvent un peu leurs états d'âme, on a un peu de pitié, puis après, tu dis non, mais c'est quand même un personnage horrible. Genre, comment il fonctionne, c'est horrible. Mais en même temps, des fois, pas de l'attachement. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Et donc, ce qui va passer pour cette famille, c'est que leur fils, Alexandre, va être accusé de viol envers la fille du nouveau compagnon de Claire, puisqu'effectivement, leur couple à Claire et Jean, ça va plus du tout. C'est un peu un couple de pouvoir, comme je l'ai dit, qui reste ensemble pour rester ensemble. Enfin, ils s'aiment plus. Donc,
Claire a une prise de conscience, elle rencontre un autre homme qu'elle aime et elle se dit mais à quoi bon en fait, je vis dans le conformisme, je vis dans le soin de mon image, j'en ai marre, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Donc elle va avec cet homme, sauf que il s'avère que c'est sa fille qui va porter plainte envers le fils de Claire. Donc déjà, il y a cette intrigue-là entre elle, sa relation avec Adam, du coup Adam Whitman, et son désir aussi de protéger son fils. Donc il y a quand même des compromis qui se font. Et il y a aussi évidemment dans ce livre, comme ça traite de viol, beaucoup de références par rapport à des faits réels. Donc notamment le livre sur l'affaire Monica Lewinsky, Bill Clinton. Il y a aussi évidemment le mouvement Balance ton porc, le mouvement MeToo, le scandale aussi de Weinstein, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref, le réalisateur, vous savez, qui a été accusé par plein de femmes de les avoir violées, agressées sexuellement, tout ça. Donc, il y a beaucoup de références aussi à finalement notre société actuelle, ce qui confère au livre un aspect quand même assez inquiétant, puisqu'on sent que l'autrice a voulu critiquer cette société et montrer que fallait que ça cesse. Donc évidemment, il y a aussi des résonances féministes, politiques, tout ça. J'ai beaucoup aimé le traitement des personnages, je trouvais était vraiment bien fait, parce qu'on arrive à la fois à les détester, comme je l'ai dit, et à éprouver de la sympathie par moments. Même pour Alexandre qui est accusé de viol, c'est que forcément, on va prendre la défense de la victime, mais des fois dans la manière de s'exprimer ou la manière de réagir, on peut avoir de la pitié pour lui, et ça j'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait. Donc voilà, ce livre je le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Finalement aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je pense, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai senti, c'est qu'à travers le personnage d'Alexandre, donc, on fait son procès dans la dernière partie du livre, donc on assiste aux plaidoiries, aux juges, aux jurys qui posent des questions, etc. Et en fait, tu ne demandes pas finalement comme un peu toute sa vie est dévoilée, sa vie intime, sa vie personnelle, ses antécédents, les antécédents de sa famille, enfin tout est exposé, donc c'est-à-dire que c'est assez paradoxal, puisque finalement leur famille, ils veulent un peu tout garder pour eux, ils veulent renvoyer une bonne image d'eux, et là bah, tout est bousillé pour eux. Je ne me demande pas si l'autrice, à travers le procès d'Alexandre, a fait aussi un petit peu le procès aussi des autres protagonistes. Et ça, j'ai trouvé ça... Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, j'ai trouvé ça assez subtil et franchement très bien fait. Au début, on a une famille un peu parfaite, tout semble aller pour le mieux, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la réputation. Et puis en fait, petit à petit, tout s'écroule. Et c'est ça en fait qu'a voulu montrer l'autrice aussi, c'est que tout ça est éphémère et qu'un jour, ça vous revient en pleine face. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu si déjà il y a certains livres que vous avez lus, votre avis, histoire qu'on puisse échanger. Même si vous avez des idées, des recommandations de livres à me faire. Je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à très bientôt, je ne sais pas encore quand la prochaine vidéo sortira. Comme je l'ai dit au début, on y va mollo, on prend notre temps. À très vite, passez une bonne fin de journée et puis à bientôt.